Elle fut la première dame à présider les travaux de l'Assemblée nationale. Plus remarquable encore, elle a fait ses débuts lors d'un débat qui est passé à l'histoire. Madame Cuerrier, bonjour. Bonjour. Madame Cuerrier, présider les travaux de l'Assemblée nationale, c'est pas toujours un jardin de roses. Non. Et vous, particulièrement, vous avez vécu des périodes difficiles lors du débat sur la célèbre loi 101, la Charte de la langue française. Une date en particulier que vous avez gravée dans la mémoire, vous nous l'avez dit, c'est le 12 juillet 77. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Je n'oublierai jamais le 12 juillet 77. C'était Clément Richard, le président de l'Assemblée nationale, était en voyage officiel en France. Avant son départ, il avait mandaté Jean-Guy Cardinal, maître Jean-Guy Cardinal, l'autre vice-président, qui, lui, connaissait beaucoup les débats à l'Assemblée nationale. Ça faisait pas si longtemps que ça qu'on avait été élu. Et il lui avait demandé de présider la période de questions. Parce qu'à venir jusqu'à cette date-là, c'était toujours Maître Richard qui avait présidé la période de questions. On ne l'avait fait ni un ni l'autre. Et à la dernière minute, même pas 5 minutes avant la séance, M. Cardinal m'envoie dire par son chef de cabinet qu'il faudrait que je monte au fauteuil pour la période de questions parce que lui ne pouvait pas y aller. Et là, moi, je n'ai pas regardé le feuilleton encore parce que c'est pas moi qui va faire la période de questions. Et c'était la journée où il fallait faire le retrait de la loi 1 pour la remplacer par la loi 101. La loi 1, ça s'appelait la Charte de la langue française au Québec. Et la loi 101, ça s'appelait la Charte de la langue française. C'était pas mal pareil. Et on sait qu'il ne peut pas y avoir deux lois pareilles au feuilleton. Et c'était comme... Ça n'aurait pas dû arriver en même temps. Puis, évidemment, que les débats sur la langue ont été toujours très tumultueux, très laborieux aussi. Et dans la population même, il y avait eu, pour la loi 63, pour la loi 22, beaucoup d'animation, pour ne pas dire plus, au niveau de la population. C'est sûr que en Chambre, bien évidemment, il y aurait des débats sur la langue, sur la Charte de la langue. En commission, la loi 1 était en commission parlementaire. Et en principe, quand une loi est en commission parlementaire, les députés l'étudient article par article et ensuite font le rapport pour le ramener en Chambre. Elle était toujours en commission parlementaire. Et quand le leader du gouvernement a dit qu'il voulait ramener en Chambre la loi 1, là, on a eu question de privilège sur question de privilège, question de règlement sur question de règlement. Moi, quand j'avais étudié mon règlement, les questions de privilège, il fallait entendre ça avant les autres choses. Même celui qui a droit de parole à ce moment-là, il faut qu'il s'assoie puis qu'il attende que j'écoute la question de privilège. Alors, j'ai eu question de privilège sur question de privilège pour m'expliquer qu'il ne pouvait pas y avoir deux lois pareilles au feuilleton, que ça ne se pouvait pas, que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Finalement, le leader du gouvernement a bien essayé de se dépêtrer dans ça. Mais lui, M. Burns, lui, a toujours été
beaucoup attentif à tout le monde. Là, ça fait que si le docteur Lorrain voulait absolument ça, même s'il savait que, s'il espérait en tout cas pouvoir s'en sortir autrement, il a fait ce que le docteur Lorrain aurait aimé qu'il fasse. Là. Alors, tout ça pour dire que moi, je me suis trouvée prise dans ça. Et puis pour moi, les questions de règlement, il fallait que je les écoute. Donc, j'en ai écouté une, puis l'autre, puis encore l'autre, et puis j'ai suspendu. Puis après ça, on est revenu en chambre, puis ça a recommencé encore les questions de règlement. Finalement, on était encore aux affaires du jour quand j'ai suspendu à 18 heures. Il n'y avait pas eu encore de période de questions? Il n'y avait pas eu encore de période de questions. Et puis à l'Assemblée nationale, on se relayait régulièrement, là, tu sais, les deux vice-présidentes. C'est Maître Jean-Guy Cardinal qui a pris après à 8 heures. Moi, j'ai suspendu à 18 heures. La séance reprend à 20 heures. Lui, pendant ce temps-là, il avait eu le temps de se dire, bon là, il devait en tout cas avoir essayé de trouver un moyen pour qu'on sorte de ce bourbier-là. Et quand il est arrivé en chambre, ça recommence, les questions de règlement. Et puis il disait, j'ai tout écouté ce que vous avez dit là, cet après-midi. Si vous avez encore des questions, vous les poserez pendant la période de questions. Mais il y a eu des questions de règlement, des questions de privilèges, et lui, il s'en est pas sorti non plus avant 3-4 heures à peu près. Puis finalement, il a fait, la période de questions. Et moi, je n'ai jamais oublié cette journée-là. Je m'étais levée souvent. Monsieur Cardinal s'est levé souvent aussi dans la soirée. C'est pas surprenant que le siège est usé. Mais quand on se lève, ça ferme tous les micros. J'imagine que tout le monde doit savoir ça, là. Moi, en tout cas, pour moi, c'était normal. Alors, quand le président se lève, ça ferme tous les micros, sauf celui du président ou de la présidente. Et là, ça nous permet, en tout cas, d'essayer de rétablir l'ordre, puis de redonner la parole à l'un ou à l'autre, ou en tout cas, d'inviter celui qui fait trop de bruit à se rasseoir. Alors, ça a été la journée difficile. Est-ce que vous avez ressenti que les députés des deux côtés ont exagéré en profitant de votre inexpérience? Moi, j'ai jamais été si attentive que ça au fait qu'on parle d'un homme ou d'une femme ou de l'expérience, peu importe. Finalement, je savais qu'il y avait un imbroglio, que ça posait un gros problème. Puis je pensais que les députés ne l'auraient pas fait autrement. Si j'avais eu plus d'expérience, à un moment donné, j'aurais dit, bon là, je me sens bien informée, je vais donner la parole à une autre personne, après ça, ce sera tout, je rendrai ma décision ou je suspendrai. Mais je n'avais pas encore suffisamment d'expérience pour faire ça. D'autant plus que je ne m'étais pas préparée à faire une période de questions. Il n'était pas question que je le fasse cette journée-là. Pas vraiment. Je ne pense pas que c'était pour me rendre la vie difficile. Je pense que c'était autant pour rendre la vie difficile au gouvernement. Là. Mm-hmm. Et c'est là aussi où M. Lévesque avait dit, là, ça n'avait pas été la trouvaille du siècle de mettre deux lois semblables au feuilleton. D'une façon un peu plus constante dans votre fonction de vice-présidente, est-ce que vous avez ressenti une certaine hostilité des parlementaires à votre endroit du fait que vous étiez une femme politique, une femme avec le pouvoir de vice-présidente? De l'hostilité de la part des députés? Peut-être que il y en avait peut-être, là, mais c'était sûrement larvé et c'était pas évident, pas nécessairement. Sauf qu'on me disait, ça faisait plusieurs fois qu'on me disait que M. Bellemare, lui, pour lui, les femmes, ça devait rester à la maison. Là. Leur place, c'était à la maison, puis qu'il ne devait pas y avoir de femmes en politique. Et je constatais ça aussi, parce que si je le rencontrais dans le corridor, il ne me voyait pas.
ne me saluait pas, il ne m'avait pas vu. Et une bonne journée, c'était Maître Jean-Guy Cardinal qui était au fauteuil. Puis c'était pendant une discussion où il n'y avait pas beaucoup de députés, on avait à peu près juste quorum, là. Fait que je suis allée m'asseoir dans le siège à côté de M. Bellemare. Puis je lui ai dit, vous, M. Bellemare, vous aimez ça beaucoup, hein, la politique. Si vous aviez une fille là, qui aimait la politique autant comme vous aimez ça, là, est-ce que vous auriez le courage de lui dire de ne pas se présenter? Il ne m'avait pas répondu. Mais après ça, quand il me rencontrait, on faisait un petit salut. Il y a une certaine hiérarchie, vous en avez parlé, dans la façon de présider les travaux. Habituellement, c'est le président qui dirige la période de questions et les vice-présidents se partagent le reste de la session parlementaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans les fonctions de président et de vice-président, outre celle-là? Il n'y a pas tellement de différence entre les présidents. Le président, lui, son rôle, c'est de protéger les droits des membres de l'Assemblée nationale. C'est lui qui est le défenseur de la liberté d'expression de ceux qui représentent le peuple. Sa responsabilité aussi concerne tous les fonctionnaires qui sont attachés à ça. Et pour nous, le président, à ce moment-là, c'était toujours lui qui faisait la période de questions. Je ne sais pas si c'est encore ça maintenant, mais quand je regarde les débats de l'Assemblée nationale, c'est toujours le président qui fait la période de questions. Mais les deux vice-présidents, nous, on exerçait les pouvoirs que le président nous délègue. C'est comme ça. Alors, ça voulait dire que entre autres, il fallait être à l'Assemblée nationale tout le temps, quand il y a des débats en Chambre, bien évidemment. On présidait les travaux en Chambre en se relayant après 1 heure ou 2 chacun, là. Chacun son tour. On montait au fauteuil pour remplacer l'autre. On avait aussi les mandats du président pour exercer la représentation internationale là, auprès des autres parlementaires ailleurs dans le monde. Et il pouvait nous mandater aussi pour recevoir les parlementaires ou les invités de marque ailleurs. Est-ce qu'on vous a consulté? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire pour certains changements qui sont arrivés durant cette époque-là, comme la prière a été remplacée par le moment de recueillement? Il y a aussi les applaudissements. Je pense que c'est arrivé plus tôt, ça, les applaudissements, mais certaines coutumes qui étaient ancrées et qui ont changé. Déjà, quand on est arrivé, nous, à l'Assemblée nationale, pendant la période où c'était le Parti libéral qui était au gouvernement, Maître Jean-Noël Lavoie avait établi le nouveau règlement là, qui avait... Il paraît que c'était peut-être 500 règles qu'il y avait dans le règlement et ça c'était déjà changé. Et si je me rappelle bien, on avait dit que quand les nouveaux députés du Parti québécois étaient arrivés en 70, qu'on avait arrêté de frapper sur les bureaux, là, au lieu d'applaudir ou d'ouvrir les couvercles de bureau, faire du bruit, des choses comme ça. Il y avait aussi la toge puis la perruque là, qui était disparue, alors que c'est pas disparu en Angleterre encore, je l'ai vu. Mais ça, c'était disparu aussi. Mais quand nous, on est arrivés en 1976 à l'Assemblée nationale, quand le président arrivait au fauteuil, il se tenait debout puis il disait « un moment de recueillement ». Et chacun faisait sa propre prière, là, puis ça remplaçait la prière que le président avait l'habitude de dire à haute voix. Là. Ça a été un changement. Ça ne s'est pas tout à fait sans débat, mais ça s'est fait assez facilement. L'autre chose aussi, c'est que il n'était plus question de nommer les députés et les ministres en leur disant « l'honorable » ou « votre excellence ». Et ça aussi, c'est disparu. Ça, M. Bellemare n'était pas content, par exemple. Il avait discuté pas mal à propos de ça. Lui, il avait déjà été ministre, M. Bellemare, là. Peut-être qu'il aimait ça, se faire appeler honorable. À cette époque-là aussi, ce qu'on appelait la session intensive, c'est-à-dire
les dernières semaines de juin et dernières semaines de décembre, avant les grandes fêtes, les députés pouvaient siéger toute la nuit. Donc, vous étiez contrainte à présider des travaux tard en soirée, même toute la nuit. Est-ce que vous avez vécu ça de façon particulière? Oui. C'est ça, c'est que on me dit que maintenant, les sessions, il n'y a plus de sessions intensives comme ça, là, où on siège toute la nuit, mais je me souviens d'une fin de session en particulier, là, c'est comme 3 jours avant la prorogation des travaux. Jean-Guy Cardinal était à peu près pas venu pour présider. Alors, c'était le président qui faisait la période de questions, puis après ça, c'était moi qui montais au fauteuil. Puis, Jean-Guy Cardinal est venu quelques petites fois, mais pas longtemps. Et il est décédé au mois de mars suivant. Il n'était peut-être pas très bien non plus à ce moment-là. Alors, moi, c'est ça, j'ai présidé les travaux presque tout le temps, pendant ces 3 jours-là. Et un soir, on avait terminé, je pense qu'il était 2 heures ou 3 heures du matin, puis un autre matin, on avait fini à 6 heures. Ça fait que j'avais juste le temps de rentrer à la maison, de dormir 1 heure ou 2. À 6 heures du matin, en tout cas, je me souviens que cette fois-là, j'avais dormi 1 heure, j'avais pris ma douche, j'ai déjeuné, je suis rentrée au bureau. Je n'avais pas le choix, là. Et au moment de la prorogation, c'est le président qui est venu au fauteuil, Maître Richard, et en saluant les gens, il les invite aux parlementaires, puis il leur dit venez prendre un verre, puis échangez vos vœux pour... Et moi, j'étais tellement fatiguée, Je m'en suis allée dans mon bureau, je me suis assise sur le sofa, puis j'ai laissé les larmes couler parce que j'en pouvais plus. Quand ça s'est arrêté, bien, je suis rentrée chez nous. Je ne suis pas allée au parlementaire. Est-ce que l'arrivée de la télédiffusion des débats en 1978, je crois, est-ce que ça a changé les comportements, ça a amélioré les choses, les Moi, je relations? suis contente que ça n'arrive pas avant. Non, la télédiffusion des débats, ça a été... c'est arrivé au moment où j'avais beaucoup plus d'assurance, où je me sentais bien dans le travail que je faisais et où j'aimais beaucoup le travail que je faisais aussi. Puis mes communications avec tous les députés de toutes les formations politiques étaient faciles. Puis quand la télédiffusion des débats est arrivée, on a senti que pour certains, c'était nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est sûr que les téléspectateurs vont regarder plus, ils vont regarder davantage parce que c'est nouveau puis ils veulent savoir ce qui se passe. Alors, on sentait que pour certains députés, ils avaient une meilleure tenue dans le sens où leurs interventions étaient plus réfléchies, mettons. Mm-hmm. Vous avez représenté l'Assemblée nationale dans des événements internationaux comme vice-présidente de l'Assemblée. Lesquels? À la vice-présidence, on devenait presque automatiquement, je crois, vice-président, parce qu'il y avait plusieurs vice-présidents dans les associations de parlementaires, parce que c'était surtout ça dont on faisait partie. J'étais vice-présidente de l'AIPLF, c'est l'Assemblée des parlementaires, l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française. J'étais vice-présidente aussi de l'Association des parlementaires du Commonwealth. Et parfois, c'était le président qui... Mais le président, autant que possible, pendant les sessions, il ne participait pas. Il nous mandatait pour aller au congrès annuel. Et je me souviens d'une année en particulier où... c'était l'Association Québec-France cette fois-là. On était allé une petite délégation à Dijon. Et ça avait été... on avait beaucoup parlé de relations entre le Québec et puis la façon de favoriser les relations. Ça aussi, ça avait été très plaisant. Mais il y a aussi que
on allait aussi rencontrer les parlementaires ailleurs au Canada. Là. En particulier, l'Association des parlementaires du Commonwealth faisait un congrès chaque année et ce congrès-là se tenait dans différents pays. À un moment donné, il y en a eu un au Canada. C'est en Alberta, je crois. En tout cas, moi, j'avais été mandatée. Je suis allée à Victoria une fois, je me souviens. Là, on avait préparé mon discours avant de partir, mais quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, ça n'avait pas été pareil. Ah non? Non. Quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, on ménageait beaucoup au gouvernement du temps du Parti québécois, surtout pendant la première période. Pour le reste, je ne sais pas, je n'étais plus là. Mais je suis mandatée pour aller en Nouvelle-Zélande. C'est 21 heures de vol à peu près, là, pour aller là, avec une escale de 3 heures à Hawaï. Je suis allée toute seule. Il n'y avait pas d'autres parlementaires, ça coûtait trop cher. Et puis quand j'arrive en Nouvelle-Zélande, pendant les séances, à un moment donné, je trouve que je devrais faire une intervention parce que c'est un sujet que je connais bien puis je veux en parler. Mais là, je n'ai pas de discours de préparer. Je suis toute seule pour le faire. Il faut que je le fasse en anglais, là. Alors, je prépare mon discours. Puis là, il y avait le speaker de la Nouvelle-Écosse ou le secrétaire général de la Nouvelle-Écosse qui était là, avec son épouse, puis on avait pas mal jasé ensemble. Fait que je lui montre mon discours, puis je dis « Y a-t-il moyen de réorganiser ça, ce discours-là, s'il n'est pas tout à fait bien? » Puis c'est ça. J'avais fait mon discours, puis il était correct, en tout cas, le mieux possible. Quand Clément Richard a quitté la présidence de l'Assemblée nationale pour devenir ministre, est-ce que vous avez manifesté de l'intérêt pour lui succéder? Quand Clément Richard a quitté la présidence, il y avait déjà plusieurs mois que Claude Vaillancourt était vice-président parce que Jean-Guy Cardinal était décédé au mois de mars 1979. Et Clément Richard a quitté en 80, en avril, je pense, mai-juin. Claude Vaillancourt avait une formation juridique, pas moi. Et moi, j'ai bien appelé M. Lévesque à ce moment-là, mais pas pour lui dire que moi, je voulais quelque chose d'autre, puis pas parce que je voulais remplacer le président de l'Assemblée nationale, pour lui dire que tel député, je le voyais bien devenir vice-président, parce que je trouvais qu'il avait toutes les qualités pour faire un bon travail. C'était un gars attentif aux gens, tout ça. Ça a fini là. Mais comme de fait, M. Lévesque a nommé Jean-Pierre Jolivet, là. Et ça a été Claude Vaillancourt qui est devenu président. Dans vos fonctions, vous deviez garder une certaine distance par rapport à vos collègues du même parti, donc les collègues du Parti québécois avec qui vous aviez milité. Jusqu'où allait cette réserve-là et est-ce que vous vous sentiez isolé? Mais, au début de concert avec le président et mon collègue vice-président aussi, on avait décidé que pour conserver au moins une apparence de neutralité, là, qui nous permettait finalement aussi d'être plus attentif peut-être à ne pas avoir de discussions plus ou moins oiseuses, là. On avait décidé qu'on n'irait pas au caucus. Et à ce moment-là, c'était assez difficile pour nous qui avions été tellement militants, là. Mais d'un autre côté, c'est peut-être à cause de ça que j'avais beaucoup plus de facilité. J'avais mes entrées plus facilement auprès de tous les ministres parce que je ne participais pas. Heureusement qu'en Chambre, j'entendais toutes les discussions sur les lois qui étaient adoptées, donc j'étais au courant de ce qui se passait, là.
Oui. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça facilitait votre travail de député de comté, là, pour les demandes de votre comté, les besoins de votre comté, de garder cette distance-là, ou ça vous a causé des problèmes? Non, pas vraiment. Non, je ne dirais pas que ça posait des problèmes dans le comté. Au contraire, bien, le fait aussi que quand on assume une fonction à l'Assemblée nationale, on a droit à plus de personnel. Alors, pour moi, je travaillais beaucoup avec les gens qui travaillaient dans mon bureau. Et quand j'avais à me présenter auprès d'un ministre pour défendre un dossier particulier, mes dossiers étaient toujours bien prêts et on proposait des solutions. Là. On n'arrivait pas en disant c'est comme ça, là, puis que c'est le ministre qui est obligé d'y penser. Là. On avait déjà des solutions à proposer. Non, ça n'a pas été plus difficile, au contraire. Mais vous étiez assez présente dans votre comté. Vous aviez des fonctions exigeantes en temps de session à l'Assemblée nationale, une bonne distance entre Québec et Vaudreuil. Comment vous avez conjugué tout ça, là, votre horaire et le travail dans le comté, le travail à Québec? Il y avait... À Québec, il fallait être là à ce moment-là. La session, c'était 4 jours. C'était du mardi au vendredi. Alors, je partais le vendredi soir ou le samedi matin pour rentrer dans le comté, 350 km. Et je rentrais soit le lundi soir tard ou le mardi matin très tôt. Je rentrais à Québec. Alors, à cette période-là, on pouvait peut-être au téléphone de temps en temps, mais quand, dans le comté, moi, j'avais décidé aussi d'établir mon bureau de comté en plein centre du comté et pas dans une ville. Parce que je me disais, les agriculteurs puis les gens des petits villages, ils vont venir plus facilement au comté. Je voulais être accessible. Alors, lundi, toute la journée, je recevais les gens soit sur rendez-vous ou pas. Et là, on avait de toutes sortes de dossiers. C'était aussi bien l'urbanisation que les soins de première ligne, que les égouts, les aqueducs, les chemins, les ponceaux. Et même des fois, ça n'avait pas de rapport avec le travail qu'on avait à faire. C'était des choses qui regardaient le fédéral. Là, je me souviens d'un vieux monsieur en particulier qui devait avoir droit à la pension depuis plusieurs années, mais qui ne savait ni lire ni écrire, puis qui n'avait jamais demandé son chèque de sécurité de la vieillesse. Alors nous, on a rempli les papiers dans le comté, puis je me souviens plus s'il signait, je pense que même pas. En tout cas, on avait rempli ces papiers, puis on lui avait dit, là, quand vous allez recevoir une lettre avec ce sigle-là, jetez-la pas, là. Venez nous voir, on va vous dire quoi faire. Ah, c'est intéressant. On continuera la semaine prochaine, Mme Curie. Merci beaucoup.